Je vais juste introduire ces premières rencontres de l'actualité en propriété intellectuelle. Donc Pascal Tréfini, je suis masquée, j'avais dit que je pouvais se démasquer juste le temps de la prise de parole. Mesdames et messieurs, chères anciennes et chers anciens, et on m'a dit chers pionniers, effectivement, pour la promotion qui a 30 ans et qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc juste quelques mots. En réalité, car je ne voudrais pas empiéter sur la fonction de notre président de séance, Yannick Brussetti. Je suis, et nous sommes avec Jean-Michel Bruguière, tellement heureux en fait que cet événement puisse avoir lieu, enfin. Ce sont donc les 30 ans du DESS, droit de la propriété intellectuelle et accords industriels, devenu depuis le Master 2, propriété intellectuelle et droit des technologies nouvelles. Donc 30 ans, mais c'est vrai que nous avons été obligés de reporter. Alors je pense qu'en fait, là aussi c'est à vérifier. Première promotion peut-être il y a 30 ans, mais avant il y avait un DEA. Donc je pense que c'est pour ça que nous pensions effectivement qu'on était à 30 plus 2. Merci Isabelle de confirmer. Donc ce ne sont pas tout à fait des pionniers, mais pionniers du DESS. Et donc en fait, voilà, ici c'est donc la première rencontre de l'actualité en propriété intellectuelle. Donc nous sommes extrêmement contents. Je voulais vous dire aussi que je remercie vraiment chaleureusement les personnes qui ont accepté d'intervenir sur cette actualité. Spontanément, ces personnes ont été enthousiastes à l'idée de venir, et c'est pour ça que j'ai été vraiment touchée. Et puis, effectivement, j'ai vu passer les présentations que vous allez écouter, et il y a un tel professionnalisme que là aussi, je pense que c'est tout à fait intéressant, et c'est ce que nous attendons. Je tiens à remercier la société IBM, qui a participé en fait à cette demi-journée, donc à son soutien financier. Je remercie également le cabinet Beaumont, CPI à Grenoble, le brevet et marque, qui ont participé à la deuxième journée, mais qui ont eu cette chouette idée de nous fournir des sacs souvenirs pour les 30 ans donc du DESS et du Master 2. Je remercie également bien sûr le centre de recherche juridique, la faculté de droit, l'université Grenoble-Alpes, et je remercie également mesdames Massoui, Grosjean et Larmagnac qui ont vraiment œuvré pour que cet événement qui tient sur 1 jour et demi soit une réussite. Donc voilà, je remercie tout le monde et je quitte la tribune. Yannick, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous, Yannick Brussetti, donc moi je suis chargé d'affaires juriste à l'INPI, et quand Pascal m'a contacté pour animer cette demi-journée, j'étais à la fois très enthousiaste, touché, et puis aussi un peu traqueux dès le début, parce que voilà, ce DESS a été un moment important de notre vie, et sans doute à tous. Moi, en plus, j'ai fait la connaissance de mon épouse, qui est ici aujourd'hui. On a eu 2 enfants, donc voilà, c'est quand même un moment important d'une vie quand même. Voilà, donc c'est très émouvant de se retrouver devant vous aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est pour la bonne cause. Et donc j'ai accepté ça avec plaisir, et ça m'a permis aussi de recontacter des copines de promo qui ont, comme l'a dit Pascal, accepté avec enthousiasme de participer. C'est dire que, effectivement, pour tout le monde, ce moment a été un moment important de nos vies. Donc voilà, c'est aussi émouvant pour cette raison-là. Et donc voilà, je vais essayer de faire un peu le passe-plat aujourd'hui, et de vous présenter un peu chaque intervenant lorsque j'ai des infos sur eux. Et puis, j'espère que tout va bien se passer. Donc, on va commencer tout de suite, parce qu'on est un peu pris par j'ai aussi cette fonction-là, alors que on pourra témoigner dans l'assistance que je suis pas toujours reconnu pour mes qualités comment on va dire ça, de ponctualité, c'est ça. Donc, je suis tenu aussi de faire un peu le maître du temps. Donc, je vais essayer de veiller à ça. Donc, on va commencer tout de suite. Et on va parler notamment, lors de cette première partie, de droit d'auteur. Alors, je fais un peu le parcours. Était dans la promo 2002-2003. Donc, je ne sais plus si à l'époque c'était un DESS ou déjà un Master 2. C'était encore un DESS. Encore un DESS. Ah oui, c'est ce que vous m'aviez indiqué.
Vous avez suivi le cours de Marie-Angèle Perrault-Morel, Jean-Louis Vital, Christian Lestanc et bien sûr Pascal, qui œuvrait déjà au QRP. Ensuite, vous avez été 8 ans à Paris au cabinet DDG. Et enfin, depuis 2011, chez Fidal, donc avocat chez Fidal. Et vous êtes toujours enseignant au QRP sur le séminaire Contrats informatiques. Voilà. Donc moi je vais vous parler un petit peu de droit d'auteur, relativement classique, en essayant de veiller à chaque fois à garder un lien vers les technologies de l'information, vers les contrats informatiques, même si ce second sujet sera bien plus amplement détaillé, décortiqué par Margot. Mais évidemment, Yannick, dans ses recommandations, lors de la préparation de ces premières rencontres de l'actualité de la propriété intellectuelle, nous avait mobilisés en veillant à ce que on reste concis, à ce que on n'aille pas aller trop dans le détail, même si on avait une terrible envie d'aller tout décortiquer. Donc j'ai fait une petite sélection de quelques jurisprudences qui me paraissaient intéressantes au cours de l'année écoulée sur 3 thèmes. Le premier, celui de la titularité des droits d'auteur. Le second, la titularité des droits sui generis de producteurs de bases de données. Je sais, c'est pas du droit d'auteur, mais on a bien dans le titre, on parlait bien data, donc tout va bien. L'honneur est sauf. Et un troisième point, en respectant les 15-20 minutes. 20 minutes. J'avais vu 20 minutes, moi, surtout. En respectant ces 20 minutes, sur l'exception de parodie, avec 2 décisions qui peut-être nous apportaient un tout petit peu de légèreté en ce début d'après-midi. Sur la titularité des droits d'auteur et support matériel, une première décision dont je voulais vous parler, qui est une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai dernier, dans une affaire Godard Ribera. Donc Godard et Ribera sont deux auteurs de bande dessinée, l'un étant un petit peu plus scénariste, Godard, l'autre étant un petit peu plus dessinateur, Ribera. Donc ils ont travaillé ensemble sur ces bandes dessinées, sur le Vagabond des Limbes, Chronique du temps de la vallée des Gaumes. Personnellement, je ne connaissais pas ces bandes dessinées, mais je pense que je vais aller les acheter, ne serait-ce que pour parfaire ma culture sur ces jurisprudences. Il se fait que, en pratique, Monsieur Godard a beaucoup plus pris en charge la partie de scénarisation de ces bandes dessinées et a demandé à Monsieur Ribera d'établir les dessins en lui donnant une série d'instructions précises et détaillées sur le contexte dans lequel ces dessins devaient être réalisés, sur l'expression des personnages, sur les mimiques, sur l'ambiance générale qui devait apparaître dans le cadre de ces dessins. Ces dessins ont été réalisés, leur travail de collaboration a pris fin, et Monsieur Godard a constaté que des planches originales avaient été mises en vente, notamment sur Internet, par la société Asilis, mais avec l'accord de Monsieur Ribera. Monsieur Godard assigne donc les deux, la société Asilis et Monsieur Ribera. Donc la société Asilis, on va la mettre de côté, ça ne nous intéresse pas trop aujourd'hui, c'est pas le plus intéressant. Mais la démarche de Monsieur Godard était de faire constater et de faire juger qu'il était copropriétaire des planches originales, c'est-à-dire du support matériel. Et pour développer son argumentation, il s'est appuyé notamment sur le fait qu'il avait communiqué à Ribera, qu'il avait donné à Ribera
des instructions précises et détaillées, voilà, sur la composition des planches, le contenu, la forme des cases, les expressions, les positions des personnages et les décors. Alors, cette argumentation-là, elle est un petit peu... moi, elle m'a paru un petit peu surprenante en prenant connaissance de cette décision, parce que c'est beaucoup plus une argumentation que l'on va voir lorsque l'on veut s'attribuer la paternité, soit lorsqu'on veut s'attribuer l'intégralité des droits de propriété intellectuelle, ou lorsque l'on veut démontrer que l'on est investi ab initio des droits sur une œuvre collective. Malgré tout, il y a une sorte de confusion dans cette approche, et Godard, considérant qu'il avait donné ces instructions détaillées, considérait, en tirait comme conclusion, qu'il était également copropriétaire des planches originales. Et la Cour de cassation, sur ce point, a une décision qui est relativement logique s'agissant du support matériel, en considérant que, effectivement, il était parfaitement justifié que M. Godard avait donné des instructions détaillées, extrêmement précises, à M. Ribera dans le cadre de la réalisation des planches, dans le cadre de la réalisation des dessins, mais qu'il se déduisait de cette constatation-là que c'est bien M. Ribera qui les avait réalisés. C'est-à-dire que la main instrumentaire, c'était celle de Ribera. Et celui qui était en possession des planches originales, c'était bien M. Ribera. Donc la Cour de cassation nous dit, à partir du moment où la main instrumentaire, c'est celle de M. Ribera, à partir du moment où il est en possession des planches, et dans la mesure où il n'y a aucun accord entre les parties qui vient traiter le sujet de la propriété du support matériel, M. Ribera doit être considéré comme seul propriétaire du support matériel. Bon, là-dessus, chose relativement logique et relativement classique en droit d'auteur sur la distinction que l'on doit faire entre, d'un côté, les droits de propriété intellectuelle et d'un autre côté, la propriété du support matériel. Le deuxième élément qui était lié, c'est que la Cour de cassation a considéré qu'on était dans cette situation dans le cadre d'une œuvre de collaboration. Ce qui apparaît logique si on prend du recul et qu'on regarde la slide précédente, on regarde le travail qui est fait, il est extrêmement probable qu'il y ait effectivement une collaboration entre le scénariste et le dessinateur pour arriver avec un jeu classique entre dessinateur et scénariste. On a quelques planches qui sont réalisées, elles sont ajustées, on retouche, on donne une ambiance, et sans le scénariste, les dessins ne pourraient pas exister. Sans le dessinateur, le scénario n'aurait pas d'existence. Donc, on peut admettre la question de l'œuvre de collaboration. Ce qui me surprend un tout petit peu plus, j'ai cet élément à votre réflexion, c'est le fait que la Cour, et dans les justificatifs, dans les développements, dans les motivations qui ont été apportés, retient bien les instructions détaillées. Et lorsque la Cour reprend et fait sienne les développements de M. Godard, elle vise bien les instructions précises et détaillées sur la composition des planches, contenu, forme des cases, expression, position des personnages et les décors. Lorsque je lis une argumentation comme celle-ci, moi je considère que on n'est pas en présence d'une œuvre de collaboration, on est en présence d'une œuvre dont l'intégralité des droits de propriété intellectuelle aurait dû être reconnue à M. Godard, et que finalement, M. Ribera, sur une jurisprudence classique, s'est contenté de mettre en œuvre un savoir-faire technique, génial peut-être, mais un simple savoir-faire technique n'ouvrant pas droit à protection sur le fondement du droit d'auteur. Cette décision, si on veut la mettre en exergue et en faire un petit peu de lien avec les nouvelles technologies, avec les développements logiciels, on pourrait la comparer avec
la comparer aux créations qui sont réalisées par les agences de communication. Non, traditionnellement, on va considérer que lorsqu'un un annonceur fait appel à une agence de communication pour réaliser un graphisme, pour réaliser une campagne de communication, on va traditionnellement considérer que les droits n'appartiennent pas à l'agence, qu'elles appartiennent bien à l'annonceur, mais qu'en revanche, l'agence se réserve le code source, finalement, d'une certaine façon, le support matériel, ce qui permet de dupliquer, d'adapter ensuite les créations de l'agence. Malgré tout, quelques précautions quand même. Cette jurisprudence doit être regardée avec un petit peu de circonspection et voir dans quelle mesure elle ne risquerait pas d'être ensuite transposée à d'autres secteurs, dans le secteur du logiciel ou dans le secteur du luxe, où on a des décisions qui ont notamment retenu les instructions détaillées pour reconnaître l'existence d'une œuvre collective. Deuxième décision qui est un petit peu dans le même thème, même s'il ne s'agit pas de support matériel, mais de code source, donc droit d'auteur et code source. Une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 janvier 2021. On a un développeur, Monsieur Arquier, son client, la société Polygonal Design, et 3 contrats sont conclus. 2 contrats de cession de l'intégralité des droits pour le monde entier, leurs droits d'exploitation pour le monde entier, sont conclus pour un logiciel, pour la V3 et la V4 de ce logiciel. Un troisième contrat est conclu, qui est également un contrat de cession, mais en réalité qui est un contrat de licence, puisqu'on va avoir une redevance régulière qui va être réglée. Et ce contrat porte pas sur une version déterminée du logiciel, mais de façon générale sur le logiciel sans aucune précision. Au bout d'une dizaine d'années de collaboration, l'éditeur décide de résilier le contrat licence, et le client souhaite pouvoir accéder, malgré tout, au code source, il a la prétention de faire interdire l'exploitation de ce code source et de ce logiciel par l'éditeur, et prétend pouvoir continuer à exploiter librement le logiciel. Sur ce point, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu différents éléments. C'est que dans la mesure où le contrat de licence ne visait pas une version particulière, on a considéré que ce contrat de cession-licence s'appliquait aux différentes versions du logiciel. On était à version 10 à ce moment-là, au moment de la résiliation. Donc, l'éditeur était en droit de mettre fin à ce contrat licence, ce qui fait que le client Polygonal n'avait pas droit à accéder, à continuer à exploiter le logiciel. De la même façon, le client Polygonal n'avait pas non plus le droit d'empêcher l'éditeur de diffuser le code source à des tiers. Et de la même façon, et là, c'est jurisprudence évidemment constante, le Polygonal n'avait pas non plus la faculté de se faire remettre le code source. Alors, juste un point, peut-être encore une petite critique ou des interrogations, un petit peu de crainte sur l'interprétation de cette jurisprudence-là. La Cour nous dit que, comme le contrat était valablement résilié, la société Polygonal ne pouvait pas prétendre à se faire remettre le code source. Est-ce que l'on doit interpréter, est-ce que cette décision peut être interprétée à contrario, en considérant que si le contrat n'avait pas été résilié valablement, ou même si le contrat n'avait pas été résilié du tout, est-ce que Polygonal aurait pu prétendre à se faire remettre le code source? Et là-dessus, c'est un point, je pense, de vigilance que l'on doit avoir, puisque on considère traditionnellement que ce n'est pas parce que l'on a conclu un contrat de cession, ce n'est pas parce qu'on a conclu
un contrat de licence sur des développements logiciels, que l'on a un droit à se faire remettre les codes sources. Il y a toujours une distinction qui est faite, même si on considère qu'il y a une certaine logique entre les deux, ça n'est absolument pas systématique, et on voit très clairement, lorsqu'on a des contentieux sur le sujet, que l'éditeur qui a conservé le code source bénéficie d'un pouvoir de discussion, de négociation qui est extrêmement fort, parce qu'il n'y a pas de justification légale à ce qu'il remette le code source. Donc attention à cette décision, à ce qu'elle ne soit pas interprétée à contrario, en disant, bah, non, effectivement, si le contrat de licence, si le contrat de cession n'avait pas été résilié, j'aurais pu légitimement obtenir la cession la remise du code source. Autre décision sur la titularité des droits et la preuve de la titularité des droits dans le cadre d'une commande d'œuvre. Là, quelque chose d'assez rapide. Un photographe reçoit un ordre de mission pour la réalisation de photographies pour un congrès de l'esthétisme version 2014. Tout est réalisé, il est payé correctement, il n'y a pas de difficulté. L'année suivante, le client souhaite à nouveau utiliser ces photographies pour le congrès de l'esthétisme 2015 et il veut également les utiliser sur Internet. Le photographe s'oppose à cette réexploitation en considérant qu'il n'avait accordé des droits que pour l'année 2014, que pour le congrès de 2014. Le client, lui, cherche à se prévaloir de la signature d'un ordre de mission pour en déduire qu'il y a eu une cession des droits pour la durée de protection par le droit d'auteur et sans restriction. Là-dessus, une décision relativement classique de la Cour d'appel de Paris du 23 février, mais c'est toujours bon de rappeler quelques évidences. L'ordre de mission n'était pas suffisamment précis, n'était pas suffisamment détaillé, ne comportait pas notamment les dispositions, les mentions prescrites à l'article L131.3 du Code de la propriété intellectuelle, donc devait s'interpréter de façon restrictive, et les droits d'exploitation ne pouvaient être accordés que pour l'année 2014, pour la mission spécifiquement visée dans l'ordre de mission. Deuxième sujet, celui du droit sui generis du producteur de base de données dans une affaire qui a opposé Le Bon Coin, la société LBC, et la société éditrice du site entreparticuliers.com. Avec une particularité, donc c'est que la société LBC a été créée en 2010, Le Bon Coin existait déjà, Bon Coin, site d'annonce, et l'activité de LBC a été apportée par un apport partiel d'actifs de la part d'une précédente société créée pour l'exploitation de Le Bon Coin. La société entreparticuliers.com, elle, publie des annonces immobilières et pour alimenter sa base de données d'annonces immobilières, s'adresse à un sous-traitant, un service de pige d'annonces immobilières que l'on peut grossièrement résumer à un aspirateur à annonces. Donc, l'aspirateur à annonces va aller papillonner à droite à gauche sur Internet, récupérer les annonces, constituer une masse de données et revendre ça entre particuliers ou à d'autres plateformes d'annonces. La société LBC a considéré que cette pratique de entreparticuliers.com, par l'intermédiaire de son sous-traitant, constituait une atteinte à son droit de producteur, au droit sui generis du producteur de base de données, puisqu'il y avait une extraction substantielle de ces données, quantitativement substantielle, dans la mesure où elle était systématique, répétée, quasiment quotidienne. Les axes de défense d'entre particuliers étaient principalement les trois suivants. D'une part, LBC, Le Bon Coin, n'était pas producteur de bases de données, dans la mesure où LBC n'a pas mis en œuvre les investissements nécessaires à la constitution de la base de données. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, LBC
a été créé en 2010. Le Bon Coin est un petit peu plus ancien. Donc effectivement, Le Bon Coin n'a pas pris l'initiative de constituer la première brique de la base de données d'annonces. Deuxième argument, mais qui se lie avec le troisième, LBC n'est qu'un hébergeur. Troisième argument, LBC se contente finalement de centraliser des annonces qu'elle ne réalise pas elle-même, mais qui sont en réalité postées par les différents utilisateurs de la plateforme Le Bon Coin. Donc, de tout ça, il ne ressort aucun investissement humain, financier, matériel substantiel qui permettrait à Le Bon Coin d'invoquer valablement des droits de producteurs de base de données. La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 2 février 2021, va faire droit aux demandes de Le Bon Coin en considérant d'abord sur la création, sur l'initiative des droits. La Cour d'appel va retenir qu'il y a eu effectivement un apport partiel d'actifs, mais considérant que ces éléments constituent une partie de l'investissement, et que cet investissement initial a été complété par de nouveaux investissements substantiels qui ont été mis en œuvre par Le Bon Coin pour compléter la constitution, la vérification et la mise à disposition de la base de données d'annonces sur le site leboncoin.fr. Et deuxième élément, est-ce qu'il y a eu, comment est-ce qu'on a la possibilité de matérialiser l'ensemble de ces investissements? C'est par l'ensemble des moyens qui ont été mis en œuvre, donc des 4 salariés qui ont réalisé du paramétrage, de la gestion de données, de la maintenance de logiciels, le recours à de l'intelligence artificielle, qui permettent de démontrer, de retenir qu'il y a bien eu des investissements financiers, matériels, humains alloués par la société LBC à la constitution, vérification et présentation de la base de données. Donc, une reconnaissance des droits de LBC et une reconnaissance de l'atteinte portée à ces droits. Yannick, je te laisse me faire les gros yeux. Ouais, j'étais en train de commencer à faire les gros yeux, c'est ça? Voilà, c'est ça, de me dire que les juristes sont effectivement bien bavards et que mon rôle de gardien du temps va être compliqué. Donc, ouais, effectivement, on est déjà un petit peu en retard, mais... Alors, je termine par un point sur la parodie, et comme voilà, ça... c'est ça, c'était vachement sympa. Je vous passe sur celle-ci. Je vous laisse juste regarder les images sur 2 sculptures, une publicité de Naf et une sculpture, Cour d'appel de Paris, 23 février 2001, Jeff Koons contre Davido Vicci. La dernière, pour apporter un tout petit peu plus de légèreté, la décision du tribunal judiciaire de Rennes du 10 mai dernier, opposant la société Moulinsart à Xavier Marabout. Xavier Marabout est parodiste. Je connaissais pas le nom parodiste. Voilà, je suis content de l'avoir appris. Xavier Marabout s'est inspiré des œuvres d'Hergé et a présenté Tintin dans des situations qui sont relativement peu habituelles pour Tintin, puisque déjà on a des femmes qui sont représentées. Je crois qu'il n'y a aucune femme ou quasiment aucune femme. Oui, la Castafiore, voilà, c'est vrai. Et son assistante. Mais ce sont je pense les seuls personnages féminins dans l'œuvre d'Hergé. Mais en tout cas, on n'a jamais des femmes qui sont représentées sous ce jour-là, et en tout cas, on n'aborde jamais la sexualité de Tintin, ou même l'évocation de la sexualité de Tintin. Je pense qu'en réalité, c'est un être qui est totalement asexué. Toujours est-il que cette parodie-là n'a pas été totalement du goût de Moulinsart, qui est, on sait, assez vigilant sur les œuvres d'Hergé. Le tribunal judiciaire de Rennes a reconnu à Xavier Marabout l'exception de parodie en reprenant le test des 3 étapes
pour l'exception de parodie? Est-ce qu'il y avait une identification immédiate de l'œuvre première, de l'œuvre initiale? Oui, incontestablement, on voit tout de suite qu'il s'agit de l'œuvre d'Hergé, qu'il s'agit de Tintin. Est-ce qu'il y a une intention humoristique? Oui, cette intention humoristique y est également parce qu'on vient prendre Tintin à contre-pied de son rôle habituel. Est-ce qu'il y a un risque de confusion avec l'œuvre initiale? Il n'y a pas non plus de risque de confusion avec l'œuvre initiale parce que le support était différent. On était sur un tableau, c'est des tableaux en acrylique. On a des situations totalement inhabituelles déplacées. On a des situations qui sont incongrues. On a cette présence féminine qui permet de sortir du cadre habituel d'Hergé. Donc c'est les deux décisions du tribunal judiciaire de Rennes et précédemment de l'affaire Jeff Koons de la cour d'appel du 23 février 2021 nous donnent quand même un bon faisceau d'indices pour aller examiner dans quel cas on a la possibilité d'invoquer l'exception de parodie, et finalement c'est des cas qui sont quand même relativement restrictifs. Il faut bien préparer les choses si on ne veut pas être simplement sur de l'adaptation d'une œuvre préexistante. Est-ce qu'il y avait un but commercial dans l'œuvre de Monsieur Marabout? Oui, oui, il les vend. D'ailleurs, j'essaie d'en trouver. Donc même dans un but, la parodie même dans un but commercial a été justifiée. Le critère de la commercialité est mis de côté dans l'appréciation, dans les deux décisions. Le critère de la commercialité n'est pas pris en compte pour empêcher l'application de l'exception de parodie. Et si je me permets de te compléter, Thomas, en fait, sur cette décision, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il avait fait ça, des tableaux à la manière de Hopper. Oui. Et donc, ça a joué en sa faveur, parce qu'effectivement, il n'y avait pas que... Deux univers. Il y avait deux univers qui étaient un peu mélangés, en fait. Les mauvais esprits diront que finalement, il a mélangé deux univers, il n'a rien créé du tout. Mais